On entend tout et n'importe quoi sur la loi Finances 2026. Alors faisons le tri sur ce qui a réellement changé et ce qui est important pour nous, investisseurs immobiliers et marchands de biens. Salut, c'est Julien. Alors dans cette vidéo, je vais résumer les impacts de la loi Finances 2026 qui vient d'être adoptée. Pour rester digeste, je vais parler uniquement des mesures qui nous touchent directement et non pas de l'exhaustivité des mesures qui ont été débattues. Avant de rentrer dans les détails, je précise que je fais cette vidéo le 5 février 2026. La loi vient d'être adoptée, mais on n'a pas encore tous les détails. Avant d'en arriver là, je rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Depuis novembre, M. Lecornu essaie de faire passer sa loi sans le 49.3. Il y a eu plusieurs allers-retours entre l'Assemblée nationale, le Sénat, pour finalement finir à rien du tout, aucun accord. En décembre 2025, une loi spéciale a donc dû être adoptée le 23 décembre 2025 et promulguée le 27 décembre 2025 en mode urgence pour continuer à pouvoir avoir des budgets, avoir le fonctionnement de l'État en janvier 2026. C'est au début de janvier 2026 que les débats ont repris à l'Assemblée nationale. Néanmoins, le 16 janvier, alors que les débats continuaient sans aucun accord majoritaire, M. Lecornu a finalement décidé d'appliquer le 49.3. Ceci lui permet de passer outre les accords nécessaires pour faire adopter les lois de manière classique. De mon point de vue, il a joué la comédie parce qu'il aurait pu utiliser cet article il y a bien longtemps. Il a voulu faire le beau en disant au final on est dans une démocratie, on va essayer de trouver un accord. Mais dès le départ, il savait très bien qu'entre la composition du gouvernement, entre la droite et la gauche, aucun accord ne serait possible. Donc on a juste perdu du temps et il a fait le beau et ça nous prouve encore une fois qu'on n'est pas en démocratie et qu'ils font absolument ce qu'ils veulent pour appliquer leurs lois. Allez, on commence l'analyse de la loi avec des mesures qui nous concernent, nous, directement en tant que particuliers. Premièrement, les mesures liées à l'impôt sur le revenu. Au final, il y a eu une revalorisation de 0,9% du barème de l'impôt sur les revenus, ce qui est une bonne chose parce qu'avec la hausse des salaires, si le barème d'imposition n'avait pas augmenté, au final, on se serait retrouvé à payer plus d'impôts. La contribution spéciale sur les hauts revenus est, elle, maintenue. C'est-à-dire que pour un célibataire qui gagne plus de 250 000 euros de revenus par an ou un couple dont le foyer a plus de 500 000 euros de revenus par an, son impôt est au minimum de 20%. Et ceci va être maintenu jusqu'à ce qu'on soit à 3% de dette par rapport au PIB. Autant dire qu'on en a pour des décennies. Concernant la fiscalité du patrimoine, le Sénat a modifié l'IFI, qui était un impôt sur la fortune immobilière uniquement. Maintenant, tout le patrimoine va être taxé. On revient un petit peu à ce qui était l'impôt sur la fortune immobilière il y a quelques années. Aujourd'hui, dès que votre patrimoine va être valorisé à plus de 2,5 millions d'euros, vous allez rentrer au nouvel IFI. Le pacte Dutreil, qui favorisait la transmission d'entreprises entre familles avec une exonération totale d'impôts, est lui durci. Et ça, c'est une bonne chose. L'exit tax, elle, était rallongée à une durée de 15 ans au lieu de 10 ans auparavant. Donc, si vous pensez vous expatrier pour des raisons fiscales ou pas, bon, regardez dans le miroir et regardez pendant longtemps. Concernant votre épargne, et notamment pour les retraités, au final, l'abattement forfaitaire de 2 000 euros est maintenu. Parce qu'à un moment donné, il était là aussi question de leur supprimer. Par contre, les versements au PER, eux, ne vont plus être possibles et défiscalisés après 70 ans. On en vient à l'immobilier. Je fais juste un petit rappel que déjà en 2025, le statut de loueur meublé non professionnel a vu sa fiscalité être modifiée lors de la revente. Le calcul d'imposition sur la plus-value à la revente a changé. On est passé d'une imposition sur une fiscalité des particuliers, donc entre une imposition sur une assiette entre valeur vénale et coût d'achat, à une imposition sur les professionnels entre valeur vénale et valeur comptable. Donc ça a déjà limité fortement l'intérêt du statut de loueur meublé non professionnel. Maintenant, notre cher gouvernement, M. Lecornu et son ministre, M. Jeanbrun, ont proposé une loi qui a été adoptée, la loi dit Jeanbrun, qui reprend les idées du statut du bailleur privé qui ont été proposées il y a quelques mois déjà. Ici, on propose un amortissement sur les logements neufs. Un amortissement qui commence à 3,5% pour un loyer plafonné. Ce statut du bailleur privé va être en place jusqu'à 2028. Il propose diverses options d'amortissement. Le premier est à 3,5% par an avec un statut d'engagement de loyer intermédiaire. Cet amortissement est lui plafonné à 8 000 euros.
Avec un loyer social, donc plus bas, l'amortissement, lui, est valorisé à 4,5%. Cet amortissement est là aussi plafonné à 10 000 euros. Et si vous engagez sur un loyer très social, vous pouvez avoir 5,5% d'amortissement qui sera plafonné à 12 000 euros par an. Ces mesures en location nue sont également applicables à l'ancien, avec des amortissements allant de 3 à 4% selon si vous engagez sur un logement plus ou moins social. Attention, pour en bénéficier, il faut faire au moins 30% de travaux pour rénovation énergétique. Dans tous les cas, l'engagement à la location est pour 9 années. Ce mécanisme va permettre de neutraliser une partie de l'imposition de vos revenus fonciers et de vos revenus globaux. C'est donc une bonne chose. Néanmoins, il reste des doutes et des détails à affiner. Quelle va être l'imposition à la revente? Est-ce qu'on est sur une fiscalité des particuliers, une fiscalité des professionnels, comme le statut de loueur meublé non professionnel? Tous les détails ne sont pas encore connus. Vous pouvez retrouver tous les détails de la loi Finance 2026 dans l'article que je vous affiche à l'écran. Il y a également des mesures qui s'appliquent aux professionnels. Et ça, vous pouvez simplement être en société, en SCI, et être un professionnel. Alors je vous en parle. Premièrement, l'impôt sur les sociétés. Lui, il reste à 15%. Par contre, on a augmenté son plafond jusqu'à 100 000 euros. C'est donc un signe très positif pour payer moins d'impôts. Ils veulent favoriser les investissements en société. Par contre, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. De notre côté, les dividendes, eux, ont subi une hausse de fiscalité, puisque la CSG, les dividendes, sont constitués d'un impôt sur la tranche marginale d'imposition et sur la CSG. Ils n'ont pas touché la partie sur la TMI. Par contre, anciennement, 17,2% de CSG a subi une hausse de 1,4%. Aujourd'hui, on arrive donc à un taux pour un prélèvement forfaitaire unique sur vos dividendes de 31,4%. Ils ont également revu les franchises de TVA avec un seuil à 37 500 euros et ça, peu importe l'activité. Ils parlaient également d'enlever la CVAE, soit la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais au final, cet impôt reste actif. Petite nouveauté, la facturation électronique est également désormais obligatoire pour tout le monde. Allez, maintenant je vous partage mon analyse de ces mesures parce que ce PLF 2026 marque un tournant. On est devant une nouvelle doctrine selon mon analyse. Je vous explique tout ça. Vous pouvez également retrouver toutes ces mesures concernant les professionnels sur l'article que je vous affiche à l'écran et que je vous mettrai en description. Maintenant, on va faire une petite analyse de ce qui est en train de se passer. Parce que selon moi, on est dans un changement de paradigme. On est face à une nouvelle doctrine. Parce que on passe d'une politique de soutien massif à la construction qu'on a connue pendant des décennies à une politique de la gestion de la pénurie. On met l'accent sur le ciblage social et sur des mesures de transition énergétique. De mon point de vue, le logement n'est plus du tout une priorité. C'est simplement un poste, un budget à maîtriser. Pourquoi je vous dis cela ? Il n'y a aucune mesure pour relancer le neuf favorablement. La loi Jeanbrun, c'est une mesurette. Il n'y a aucune incitation fiscale telle que Pinel, Sellier, Malraux qui ont pendant des années porté la construction de logements neufs. Et ceci a des conséquences directes. Baisse des mises en chantier, offre naturellement insuffisante, tension accrue sur le parc immobilier de l'ancien. Du côté social, les APL ne sont pas revalorisées, elles sont simplement maintenues. Ce qui peut se traduire, de mon analyse, par simplement vouloir maintenir la paix sociale, mais surtout freiner les dépenses. Concernant la fiscalité immobilière, les signaux sont clairs. Aucun allègement, pression maximum et donc vigilance maximale. Il n'y a aucun signal de détente fiscale. On maintient la pression sur les propriétaires bailleurs pour une détention très longue. De mon analyse, l'immobilier est vu comme un réservoir fiscal et non pas comme un moteur économique. Et ceci est fortement dommage parce que quand la construction va, tout le pays se porte bien. La construction permet à de nombreuses entreprises, de nombreux employés, de nombreux particuliers de travailler. Et ça crée donc de la valeur ajoutée, ça contribue au PIB national. Ce manque de mesures concrètes pour l'immobilier a des conséquences importantes. À court terme, 2026-2027, on verra une stabilisation des transactions et une tension locative
énorme, ce qui traduit un marché à double vitesse. Beaucoup de demandes, peu d'offres, complexité administrative très importante, marché bloqué. On s'oriente donc vers une continuation des baisses des prix. À moyen terme, le parc immobilier ancien va devoir être rénové. Il n'y a pas d'autre solution. Par contre, les loyers, eux, vont continuer à augmenter. Les bonnes affaires se feront sur les passoires énergétiques et sur la création de valeur de par les travaux. Donc, de mon analyse, ce qui ne marche plus, c'est l'investissement court-termiste, sans création de valeur. Les stratégies à la mode pour faire du cash flow. Aujourd'hui, ce que le gouvernement veut, c'est des logements rénovés, de la rénovation lourde pour donner des subventions afin de rénover le parc immobilier français. Néanmoins, ils ne sont pas prêts à décomplexifier le marché, le contexte, ce qui n'aide pas. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que nos chers politiciens préfèrent augmenter les recettes, l'imposition, plutôt que réduire les budgets. On voit aussi une très forte instabilité entre les différentes chambres du gouvernement. Est-ce que cela doit vous empêcher d'investir? Non, bien sûr que non. Le marché est stoïque, comme on l'a dit. Par contre, le nombre de biens en vente augmente. La marge de négociation est plus forte. Les prix ont tendance à baisser. C'est donc le meilleur moment pour acheter et pour faire de bonnes affaires. Parce que ces bonnes affaires ne se font pas quand le marché va bien, quand le marché est en croissance et quand BFM TV dit que l'immobilier c'est l'Eldorado. Il se fait en temps de crise. Je retiendrai deux choses de ces mesures. L'instabilité fiscale en nom propre nous force, nous investisseurs, à vouloir changer de régime. Il faut se professionnaliser. Tel qu'on s'est professionnalisé sur le financement, on doit aujourd'hui quitter le nom propre parce que en U, en LMNP, ça change toutes les années et c'est intenable. Vous devez donc vous professionnaliser, passer en société, en SCI à l'impôt sur les sociétés, en SARL familial. Bref, quitter ce régime-là de façon à avoir une meilleure vision de votre imposition. L'autre point est l'opportunité que représente la rénovation des passoires énergétiques. Et ça, vous le savez, c'est ce qu'on prône avec notre programme Clé en main pour créer des immeubles de rapport dans des maisons qu'on divise. C'est pour ça que, pour l'investisseur malin, ce contexte économique regorge d'opportunités. Le combo travaux, fiscalité, subvention, on peut même aller chercher du déficit, du Denormandie, fait exploser la rentabilité globale du projet. Les taux de rendement sont exponentiels. Ceci parce que vous pouvez créer de la valeur en divisant des maisons que vous exploitez en société. On peut très bien avoir quelques appartements en location nue, faire du déficit, faire du Denormandie et avoir d'autres appartements en location meublée pour faire de la courte durée, de la typique et faire exploser le rendement. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez voir comment est-ce qu'on peut créer un immeuble de rapport de A à Z pour vous, vous avez un lien en description de cette vidéo qui vous montrera exactement toutes les étapes qu'on suit à votre place pour vous livrer un projet clé en main. C'était Julien, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!